Bonjour à toutes et à tous, bienvenue justement sur l'espace ressources pour notamment cette fin de matinée. Alors pour cette fin de matinée, on voulait vous adresser un enjeu majeur qui est l'eau, car aujourd'hui, si on regarde un peu, d'ici 2050, on pourrait perdre plus de 60% de nos ressources en eau. Alors c'est un secteur majeur, c'est des enjeux majeurs, notamment qui touchent aussi les entreprises. Donc on voulait vous présenter notamment 3 entreprises qui vont venir pitcher et qui vont venir nous expliquer comment mieux maîtriser et comment mieux préserver la ressource en eau quand on est une entreprise. Et pour cela, justement, je vais pouvoir accueillir notre première entreprise, qui est Ludovic Briand, avec Athéna Recherche Innovation. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, on se rappellera qu'en 1974, on avait une pub qui disait qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et je vous confirme qu'en 2023, on n'a toujours pas de pétrole en France, mais on a des eaux usées. Et avec les eaux usées, on peut remplacer le pétrole, c'est toute l'idée d'Athéna Recherche et Innovation. Pourquoi ? Parce que dans ces eaux usées, avec ces eaux usées, ces déchets, on peut produire de l'hydrogène. Alors comment ça marche ? Dans les eaux usées, vous avez de l'eau bien sûr, mais surtout vous avez de la matière organique, c'est-à-dire des sucres, des protéines, des lipides et un certain nombre de minéraux. Tout ce qui est nécessaire à un micro-organisme pour se développer. Et donc nous, on a développé un procédé de fermentation de manière à produire de l'hydrogène. Au lieu de faire de la bière ou du vin, on fait de l'hydrogène. Et notre idée globale, c'est d'aller produire un écosystème, donc partant de l'usine agroalimentaire, on va récupérer leurs eaux usées, leurs déchets, produire l'hydrogène avec, et cet hydrogène va être ensuite réemployé par l'industriel, soit pour produire de la chaleur, de l'énergie dont il a besoin, soit dans sa mobilité lourde, l'idée étant effectivement d'aller décarboner leurs camions, une laiterie par exemple, à tous les jours des camions qui vont faire l'anorillage chez les agriculteurs pour récupérer le lait. Nous, notre objectif, c'est que d'ici 2040, on soit en capacité de produire à peu près 100 000 tonnes d'hydrogène par an, de quoi alimenter à peu près 12 000 camions qui feraient chacun 100 000 km par an. Et puisqu'on parle de la préservation de la ressource en eau, j'aimerais amener cet aspect-là, de se dire que si tout à l'heure je vous ai dit que l'eau était une énergie, une formidable source d'énergie pour le monde du vivant, il faut aussi qu'on soit capable d'imagination et d'un peu d'audace pour aller un peu plus loin. Alors je vous ai dit que nous on faisait de l'hydrogène, mais pas que. Comme on fait de la fermentation, comme n'importe quel procédé de fermentation, on va aussi produire du CO2. Vous en avez quand vous faites du compost, vous en avez quand vous faites de l'épuration d'eau usée, vous faites tout le temps du CO2 dès que vous dégradez de la matière organique. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans les eaux usées, on n'a que 1,4% de matière organique et à peu près 0,6% de matière minérale. Donc quand on a des eaux usées, c'est vraiment essentiellement de l'eau que l'on a à traiter. Donc nous, dans notre process, si on suit un peu l'acheminement du carbone, on voit qu'il y a 40% du carbone qui va finir dans en biogaz et 60% qui va finir dans le mou de fermentation. Et si on travaille bien, on peut récupérer cette biomasse et 50% va finir sous forme de biochar et 50% qui va finir, si on va chercher les acides gras volatiles, sous forme de bioplastique. Et ces biochars, c'est du retour au sol, c'est pour aller chez les agriculteurs, c'est ramener de la biodiversité dans les sols, c'est aussi permettre de faire de la capture de carbone. Et bien sûr, les bioplastiques, on va s'en servir pour faire du plastique. Là, l'avantage, c'est que celui-ci est biodégradable en particulier. On n'a pas oublié la partie minérale. La partie minérale, c'est aussi un moyen de faire des engrais. Et ces engrais peuvent repartir. Je vous montrais tout à l'heure le CO2, je ne vous ai pas précisé qu'aujourd'hui l'essentiel du CO2 est consommé à hauteur de 70% dans l'agroalimentaire ou dans l'agriculture, donc le maraîchage par exemple. Et donc les engrais peuvent très bien repartir, là aussi faire du retour au sol ou chez les maraîchers. L'eau bien sûr, là aussi on peut faire du réemploi de l'eau usée maintenant qu'elle est traitée pour l'épandage agricole ou dans les maraîchages. L'objectif pour nous, c'est de se dire que dans la nature, il n'y a pas de déchets, donc il n'y a pas de raison qu'on en ait dans notre process, donc c'est zéro déchet. C'est faire beaucoup d'économies d'énergie auprès de l'industriel. C'est aussi permettre de faire de la capture de carbone, donc diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais en faisant vraiment un puits carbone. Et c'est faire éventuellement de la compensation carbone volontaire pour ceux qui ont des difficultés de ce point de vue-là. Et donc là, finalement, on s'aperçoit que les eaux usées, c'est pas seulement des eaux, c'est surtout une formidable source de ressources. Si on veut faire que l'eau soit une ressource, il faut aussi qu'on revoie un peu nos modèles économiques. Il faut qu'on ne considère plus que ce soit une charge, mais ça peut être une ressource.
Il faut revoir aussi la collaboration entre les producteurs de déchets et les producteurs de solutions tels que nous. Et enfin, il est important d'intégrer tout ça dans un écosystème parce que parfois le CO2 ne va pas être consommé par l'industriel mais par son voisin qui fait du cidre, qui a un abattoir, qui a une salaison. Et donc c'est de voir ça vraiment à l'échelle du territoire. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais faire un peu de nombrilisme. Je vais vous parler de notre équipe et de notre feuille de route. Donc c'est une histoire qu'on a démarrée à 2 et on est une dizaine aujourd'hui à travailler sur ce passionnant projet. On a bien sûr un comité scientifique, on a bien sûr un comité stratégique. On a pas mal de soutien de part des industriels, d'institutionnels, mais aussi de la BPI bien sûr qui nous apporte une partie de notre financement, la région Pays de la Loire avec le FEDER également, et on a eu quelques prix. Quelques mots pour finir sur notre feuille de route. Donc c'est une aventure qu'on a démarrée il y a quasiment 6 ans, en avril 2017. On a fait notre preuve de concept fin 2018. Depuis, on a travaillé à améliorer notre procédé. Donc on a multiplié par 60 notre productivité, par 33 nos rendements, par 12 notre production. On a commencé aussi le changement d'échelle. Donc là, on rentre dans la 3e phase de R&D qui consiste à préparer le passage à l'échelle industrielle. Et notamment avec la mise en place d'ici l'été d'un démonstrateur d'1 mètre cube, d'ici un an d'un démonstrateur de 30 mètres cubes, qui sera déjà quasiment l'échelle industrielle. Et à partir du moment où on aura franchi ces étapes-là, on passera vraiment à l'industrialisation, c'est-à-dire la construction d'un premier site industriel avec un partenaire agroalimentaire, et ensuite on passe au déploiement de la solution de manière à atteindre nos 100 000 tonnes d'hydrogène par an d'ici 2040. En 2023, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a Athéna. Donc on peut essayer d'aller un peu plus loin. Bonjour, merci beaucoup. Très claire la présentation. Moi j'ai une question, c'est votre cible, est-ce que c'est les clients industriels ou du coup c'est une application locale sur leurs eaux usées ou ça peut s'appliquer aux centres de traitement d'eau usée urbains, des particuliers également? Alors les stations d'épuration urbaine, on y viendra certainement un jour. Pour le moment, c'est compliqué parce que leur niveau de contamination, quelque part, la quantité de biomasse est encore plus faible que dans une eau usée industrielle. Donc, tout à l'heure, je vous parlais que c'est 2% à peu près de la matière sèche qui est dans des eaux usées industrielles. Il faut compter 10 à 100 fois moins dans des eaux usées urbaines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand vous allez voir un industriel, quand vous, en tant que consommateur, vous achetez du fromage ou du yaourt, vous voulez le même tout au long de l'année. Donc la première chose que va faire un industriel, c'est de stabiliser sa production de telle sorte à ce qu'il sorte tout le temps le même produit. À partir du moment où il sort tout le temps le même produit, il sort tout le temps le même déchet, tout le temps le même usé. Donc pour nous, c'est aussi beaucoup plus simple à traiter. Et surtout, on ne va pas avoir de problème avec à retrouver dedans, des métaux lourds, des problèmes des choses qui pourraient amener des problèmes à notre biologie. Donc pour toutes ces raisons, pour le moment, on préfère rester sur le volet plutôt industriel. Mais un jour, peut-être, on pense aux biodéchets, on pense à des choses comme ça. Mais sur les eaux usées urbaines, c'est assez compliqué. Oui. Il y a Monin à Bourges qui aujourd'hui a mis en place ce système où il est autonome au niveau de l'eau. Est-ce que c'est vous qui l'avez équipé? Et deuxième remarque par rapport à ce que vous venez de dire, en fait les boues aujourd'hui sont plutôt destinés dans les méthaniseurs, je pense, par rapport à la problématique que vous avez évoquée sur la stabilité des eaux en tant que telles. Alors non, on n'a pas eu la chance d'équiper ce site, mais c'est pas grave, on en fera d'autres. Mais c'est un très beau projet, ceci étant, effectivement, c'est une démarche, c'est typiquement dans ce type de démarche qu'il faut aller si on ne veut pas demain être trop compliqué, l'avenir soit compliqué au niveau des eaux. Il faut se rappeler que c'est quand même plus de 8 milliards de mètres cubes d'eau usée par an qui sont traités d'une manière générale en France. Donc si ça, on le récupère pour faire tourner nos besoins, il y a quand même des vrais sujets. Pour la deuxième partie qui était sur la méta, faire partir les boues vers la méta, c'est qu'en fait au départ on est sur une matière qui n'est pas concentrée. Donc quand on fait passer ça dans une station d'épuration, c'est un moyen de concentrer les eaux usées, la matière organique qui était dans les eaux usées, et ça part en méta, notamment parce que finalement c'est une source de carbone là encore. Et donc ça permet d'avoir des micro-organismes qui sont capables d'attaquer ça. Nous, comme on travaille avec qu'une seule souche, on a cet avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite en termes de procédés et on maîtrise beaucoup mieux la biologie. Et l'idée, c'est justement de ne pas aller vers la méta, mais de faire nous-mêmes notre traitement sur place en le transformant en biochar ou en combustible
L'idée, c'est aussi de limiter les coûts parce que si j'envoie ça en méta, ça va me coûter. Et donc, ça veut dire que mon hydrogène est plus cher. Merci, bonjour à tous. Nereus a fêté ses 10 ans il n'y a pas longtemps et on est implanté en Occitanie, pas loin de Montpellier, quand même à 30 km, histoire de diviser le prix du foncier d'entreprise et de s'implanter un peu en milieu rural. Et tout ce dont on va parler est donc conçu et construit ici en France avec des ingénieurs, des techniciens que je salue et qui en est une trentaine maintenant. Je veux vous présenter quelque chose de bien spécifique qui est dans la droite ligne de notre ADN, à savoir pas du tout faire du traitement des eaux usées, il y a beaucoup de gens qui font ça très bien, mais de faire du tri. Parce qu'on est convaincu, comme Athéna et beaucoup d'autres, que pour valoriser, il y a un moment où il faut trier. Vous avez remarqué qu'il y avait des étapes de séparation. Et donc c'est de ça dont on va parler. Ça nous permet de mettre en place sur des industries des boucles très très courtes, à savoir qu'on peut avoir au moins 80-90% de l'eau qui tourne en rond sur le site et donc réduire d'un facteur 10, peut-être même plus, les prélèvements dans les ressources naturelles. Donc première chose importante, prélever beaucoup moins dans le milieu naturel. Et deuxième partie de la circularité, rejeter beaucoup moins ou pas du tout. Et donc c'est de préoccuper de la partie concentrée. Quand on trie entre de l'eau et les matières qui s'y trouvent, eh ben, on a un concentré. Et donc aujourd'hui, on a une valeur qui est créée sur tous les critères importants, à savoir préserver les ressources naturelles, recirculer de l'eau, mais j'ajoute que économiquement c'est très intéressant. Alors, moi je vous pose la question, est-ce que vous savez le prix de l'eau que vous n'avez pas? Parce que c'est le prix qui compte aujourd'hui. On parle d'une industrie agroalimentaire, on parle du nucléaire, puisque c'est... Il ne faut pas oublier que ce qui compte, c'est de pouvoir prélever. C'est pas seulement de consommer moins, mais c'est de pouvoir prélever. S'il n'y a plus possibilité de prélever, on réduit l'activité, on ferme un réacteur temporairement et ainsi de suite. Mais pour l'agroalimentaire qui a besoin, dans ses procédés, d'utiliser de l'eau dans des étapes importantes pour le côté sanitaire, ça ne sera jamais zéro eau. Donc il faut pouvoir disposer d'eau et d'eau de super qualité. Alors on va essayer d'aller vers du concret. Comment on fait ce travail avec quelque chose dont tout le monde a entendu parler, les technologies membranaires. Je rappelle que nous sommes un exemple de catalogue de membranes. Notre rein est une membrane, notre intestin est une membrane, notre peau est une membrane, nos poumons sont des membranes air liquide. Donc c'est le vivant qui a inventé cette méthode de séparation sélective. On s'en sert depuis plusieurs décennies. On avait un petit problème, c'est qu'on s'en servait dans un mode qui consomme beaucoup d'énergie. Donc nous, on a abandonné la filtration tangentielle sur membrane. Ça consomme beaucoup trop d'énergie et on a divisé par 10 l'énergie qu'il faut pour faire la même chose en s'inspirant un peu des branchies des poissons et en ayant des membranes qui bougent pour gérer l'évacuation de ce qu'on retient sur le filtre et non pas en mettant en œuvre des grandes quantités d'eau qui nécessitent beaucoup d'énergie pour balayer avec la même efficacité qu'un Karcher pour pousser 3 feuilles sur le trottoir. Donc c'est ça la principale différence et vous voyez qu'on est arrivé à un stade concret industriel. Vous avez ici quelque chose qui a la taille d'un container ou d'un camion et qui peut faire 40-50 mètres cubes heure pour un industriel. Donc on est sur des très grandes tailles. Je voulais vous partager un exemple très concret. Voici une distillerie qui se trouve en Martinique et où on a implanté, ce que vous voyez en bleu, ça représente 4 containers, c'est-à-dire la surface pour faire les 40 mètres cubes heure sur les vinasses de la distillerie. C'est ces 4 containers en bleu. On voit un tout petit bout de l'énorme lagunage qu'il y avait auparavant pour faire du traitement de ces eaux usées vinasses. Le résultat, c'est que on peut en 2 étapes passer des vinasses à de l'eau qui a la qualité requise pour se substituer à l'eau de forage et mouiller les cannes en tête de moulin. Donc 80% de l'eau
qui s'est trouvé 80% du volume des vinasses, c'est de l'eau qu'on a récupérée pour mouiller et c'est autant d'eau qu'on ne prend plus dans le forage. Et les autres 20% traversent la route du site pour aller sur une compostière où il y a aussi besoin d'apporter à la fois de l'humidité et de la matière organique et donc ensuite retourne au sol soit en fertilisation banane, soit en fertilisation canne. Donc on peut fermer la steppe, c'est ce qui se passe. On récupère 6000 m² de foncier au passage, donc vous voyez que l'eau a des interconnexions avec beaucoup de choses. Et on a un procédé dont le fondement, ça a été de trier pour pouvoir valoriser des fractions. Donc auprès de chaque type d'industrie, on fait la même chose en laiterie par exemple, eh bien on va chercher à faire des fractions qui ont toute une destination valorisable. Comme ça a été dit auparavant, c'est très important de voir qu'au départ, on a des bons ingrédients. Quand au départ, on a aussi collecté des résidus de substances pharmaceutiques, des résidus de substances chimiques, des métaux lourds, etc., le tri est évidemment un peu plus difficile. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Dans l'exemple qui est donné sur la distillerie, c'est quoi à peu près le montant des investissements ? Donc l'investissement a été hors préparation du terrain pour lequel je n'ai pas le montant, mais l'investissement en équipement a été de 2 400 000 €. Ça fait un retour sur investissement de un peu moins de 4 ans. Bonjour, est-ce que vous pensez que les freins réglementaires vont s'arrêter un jour par rapport à la réutilisation des eaux récupérées comme ça en eau de process ? Alors, on sait que le corpus réglementaire, il est en train de faire sa grande mutation. Depuis une réglementation qui était faite pour l'économie linéaire de l'eau, je prends une fois, je m'en sers une fois, je rejette, comme je ne suis pas un cochon, je traite, et voilà, j'ai tous les règlements pour faire ça. Et donc, on voit qu'il y a une liste d'usages et de cadres réglementaires qui sont en train d'émerger. On voudrait que ça soit beaucoup plus vite. Peut-être que les événements climatiques vont nous aider, mais il y a déjà des possibilités. Donc vous avez tout le cadre réglementaire existe pour la réutilisation en arrosage espace vert, en irrigation, etc. Vous avez un certain nombre de nettoyages qui sont maintenant possibles et pour lesquels il y a le cadre qu'il faut. Si je sors de l'industrie et que je vais dans le bâtiment, vous avez à la fois des normes qui sont apparues comme la 16941, déjà je vous l'inflige, qui permet de dire comment dans un bâtiment on peut récupérer de l'eau de pluie et la réutiliser partie 1 et comment on peut récupérer des eaux grises et les réutiliser partie 2, on fait ça aussi. Donc il y a, et en même temps vous avez une évolution, il y a les premiers décrets qui par exemple, pour citer un point précis, on a un décret qui nous permettait de proposer des expérimentations pour 5 ans ou obtenir des dérogations pour 5 ans. Je pense que cette durée de 5 ans, si elle est modifiée, va permettre d'être cohérent avec l'amortissement et la durée de vie des équipements proposés et va être un accélérateur. Donc voilà, je vois le côté positif plutôt que la lenteur de l'évolution réglementaire. Bonjour à tous, Ramzi Bouzerda, fondateur et CEO de Drupal. Donc Drupal, c'est l'Internet de l'eau. C'est une plateforme Internet des objets qui vise à mesurer la consommation d'eau du point d'entrée jusqu'au point d'usage dans n'importe quel type de bâtiment. Je vais aller directement sur ce slide. Donc, je crois que le stress hydrique dans le monde et particulièrement en France n'est plus à vraiment expliquer ou à démontrer. Il y a 5 ans, c'était encore difficile, mais aujourd'hui, je crois que tout le monde se rend compte de l'urgence de prendre des mesures. Le président Emmanuel Macron a annoncé récemment un plan de sobriété. Et l'eau la moins chère pour tout usager, que ce soit entreprise ou individu, c'est l'eau qu'on ne consomme pas. Et donc, Drupal a vocation de réduire le gaspillage de l'eau en mesurant exactement et en prenant contrôle de sa consommation d'eau pour les entreprises, car notre cœur de métier, c'est d'aider les industriels, les fabricants de systèmes de traitement ou des sanitaires typiquement, à mieux gérer l'eau, à mieux réduire la consommation de l'eau et les propriétaires immobiliers à atteindre des niveaux d'efficience en eau qui garantissent de meilleurs scores, BREEAM, HQE, LEED.
Donc Drupal, c'est 100 clients dans le monde, des entreprises en Europe, aux États-Unis et quelques entreprises au Japon. On a développé une plateforme IoT qui est basée sur des modules intelligents qui permettent de capturer de la donnée, que ce soit volumétrique ou qualitative, en lien avec l'eau, et d'équiper en fait tout point ou tout système qui consomme ou traite de l'eau dans un bâtiment. Grâce à ces données, on va pouvoir les exploiter pour prédire la maintenance de ces actifs, identifier des fuites et également utiliser la donnée pour des rapports RSE, pour éduquer aussi les utilisateurs en lien avec cet usage. Donc c'est une technologie qui a multiples usages, qui est unique dans la mesure où elle est brevetée et s'applique à différents segments de votre cycle d'usage de l'eau. Pourquoi Drupal? Simplement parce qu'aujourd'hui, cette technologie est éprouvée avec 100 clients qui l'utilisent de par le monde. C'est une technologie qui est facile à déployer, qui est peu coûteuse, qui permet en fait de rassembler toutes vos données quantitatives et qualitatives au même endroit et qui permet aussi d'intégrer d'autres systèmes comme les systèmes de gestion de bâtiments ou les systèmes SCADA grâce à notre API. Voilà, donc je prends un exemple ici en lien avec l'industrie immobilière. Dans la gestion immobilière, vous pouvez avoir des hôpitaux, vous pouvez avoir des écoles, vous pouvez avoir des centres commerciaux. Il faut savoir qu'une chasse d'eau dans un centre commercial, c'est à peu près 80 mètres cubes de consommation par année. Et on parle d'eau potable, alors que c'est la consommation d'un ménage de 4 personnes dans la consommation domestique. Donc ça vous donne un ordre de grandeur de où va notre eau potable aujourd'hui, donc principalement dans nos toilettes. Donc grâce à notre technologie, on a pu réduire de 25% la consommation d'eau en lien avec les sanitaires dans les centres commerciaux, les aéroports. Grâce à cette même donnée, en équipant les toilettes, on a pu changer le modèle de nettoyage de ces espaces en passant d'un modèle basé sur le temps ou régulier sur un modèle en fonction de l'affluence. Donc, le Facility Manager va gagner en temps de nettoyage et en gaspillage en termes de ressources. Ce qu'on peut aussi faire, c'est détecter la stagnation de l'eau dans les bâtiments pour mieux prévenir le risque de légionnelle dans les hôpitaux, les écoles, les EHPAD en France. Ce qu'on peut également faire, c'est atteindre de meilleurs scores en termes de certification BREEAM, HQE. On peut obtenir le score maximum par rapport à l'infrastructure et le score maximum en termes d'opération et de maintenance du bâtiment. Voilà, j'en ai terminé et je suis prêt pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Moi j'ai une question, c'est comment vous arrivez à convaincre les facility managers de déployer votre solution sans l'argument d'économie financière, vu que le prix de l'eau aujourd'hui est faible et donc par rapport à le retour sur investissement de votre solution? C'est une très bonne question. Alors sur le prix de l'eau, je pense qu'il y a des corrections qui vont venir, qui vont faire que ce prix va changer dans le temps. Mais aujourd'hui, pourquoi on arrive à les convaincre? Parce que en fait, le propriétaire immobilier a un intérêt aujourd'hui à gagner en efficience en eau pour obtenir des certifications. Donc là, il y a un premier incentive. Deuxième incentive, c'est de réduire le coût en lien avec le nettoyage de ces espaces. Donc, il y a une valeur ajoutée aussi aux propriétaires et aux facility managers qui est partagée en termes de gains. Et puis finalement, c'est aussi plus d'efficience. Parce que avoir ces données, c'est mieux gérer son staff, mieux gérer les pannes, les anomalies, donc une meilleure qualité de service au final. Donc là aussi, il y a un gain substantiel dans l'usage de ces données et moins dans la préservation de la ressource. Mais les deux vont de pair. Donc c'est ça qui est la beauté du modèle.